Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le BS Journal, nous allons nous pencher sur un des massacres qui a le plus marqué l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. En effet, après la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine devient indépendante et prend pour capitale Sarajevo. Cette année-là, en 1992, les frontières de la Bosnie-Herzégovine sont à l'ouest et au nord bordées par la Croatie, à l'est par la Serbie, au sud par le Monténégro et à l'ouest par la mer Adriatique. En 1996, les accords de Dayton vont cesser la guerre civile qui est en place depuis maintenant 5 ans et mettre en place 2 républiques fédérées qui deviennent les États constitutifs de la Bosnie-Herzégovine indépendante. Dans un premier temps, la fédération croato-musulmane et dans un deuxième temps, la République serbe de Bosnie. Donc une guerre civile va éclater, comme je l'ai dit précédemment, en Bosnie. Lors de cette guerre civile, les Serbes de Bosnie vont s'opposer aux Croates et aux Bosniaques musulmans. Les Serbes de Bosnie vont prendre le contrôle de la majeure partie de la Bosnie orientale et conduire une campagne de nettoyage ethnique contre les Bosniaques musulmans de la région. La Serbie, voulant créer un territoire pur, va aider massivement les Serbes de Bosnie dans leur conquête de territoire. C'est le plan de création d'une grande Serbie, idéologie qui apparaît en 1844 et qui perdure encore à ce moment-là. Ce massacre se déroule dans la guerre de Bosnie, donc, et qui s'est déroulé de 1992 à 1995. Durant cette guerre, la ville de Srebrenica, qui se situe auprès de la frontière avec la Serbie, est définie par les Serbes comme une ville stratégique au vu de leur projet de créer une grande Serbie. Ce sont d'ailleurs eux qui dominent les combats et possèdent la majorité des territoires durant la guerre. Donc les Serbes de Bosnie vont dans un premier temps essayer de conquérir les territoires avoisinants à Srebrenica, afin de créer une zone de contrôle autour de cette dernière. Leur progression est maîtrisée et assez rapide. Ils parviennent rapidement à contrôler les villages et les municipalités autour de Srebrenica. Ils vont donc tenter à plusieurs reprises des assauts sur la ville, mais malheureusement pour eux, c'est sans grand succès. Et les Serbes, eux, de leur côté, vont aussi bombarder à de multiples reprises Srebrenica, mais toujours sans réelle brèche, toujours sans réelle avancée dans leur conquête de Srebrenica. Après plusieurs tentatives de pénétrer et d'occuper la ville, les choses vont se compliquer pour les Serbes. En effet, en 1993, Srebrenica est déclarée zone de sécurité par l'ONU et une force d'environ 400 casques bleus néerlandais va être mise en place dans la ville. Cela va ralentir très fortement la progression des Serbes, mais cependant, ça ne va durer qu'un an et demi, car les Serbes de Bosnie, le 11 juillet 1995, prennent d'assaut la ville et les forces de l'ONU se sont vues submergées par les troupes du général Mladic. Le général Mladic est à ce moment-là le chef militaire des Serbes de Bosnie. Il est partisan, comme son alter ego politique en Serbie, Radovan Karadzic, d'une république serbe, c'est-à-dire il est favorable à la création d'une grande Serbie ethniquement pure. Les forces en présence ont été contraintes de fermer les portes et d'abandonner des centaines de Bosniens, malgré une tentative d'intervention des casques bleus pour sauver un maximum de personnes. Ces casques bleus étant faiblement armés et sans soutien aérien, n'ont rien pu faire pour sauver toutes les personnes présentes dans la ville de Srebrenica et ont été contraints de se replier sur la ville voisine, Potokari. Les forces serbes, eux, ont été massivement soutenues par Radovan Karadzic, qui donc par conséquent avait dès le départ un avantage considérable dans la bataille. Donc les forces serbes de Bosnie vont, après avoir récupéré la ville, durant plusieurs jours, séparer les hommes et les adolescents musulmans des femmes musulmanes, avant de les emmener dans des camions et dans des cars pour, une fois arrivés à destination, les tuer, ou même parfois, on descendait des hommes du bus ou des camions pour les exécuter comme ça au bord de la route et les laisser là, même s'ils sont pas encore morts,
on les a abandonnés sur le bord de la route. Dans un même temps, dans la nuit du 11 au 12 juillet, des centaines d'hommes qui avaient pressenti que Srebrenica allait tomber, euh, ces hommes vont être surnommés la colonne parce que c'est ainsi qu'ils se déplacent. Ces hommes, ils ont fui vers les forêts environnantes et malheureusement pour eux, ils vont être rapidement encerclés par les Serbes de Bosnie, ce qui est logique puisque les Serbes contrôlent une bonne partie du territoire autour de Srebrenica. Et donc le 13 juillet, de violents combats vont exploser entre la colonne et les forces serbes de Bosnie. Euh, et c'est assez logiquement que les Serbes de Bosnie vont remporter les combats et vont faire emprisonner tous les hommes de la colonne. Donc la plupart de ces hommes sont des musulmans évidemment et ils vont être écartés du reste du groupe et vont être annoncés dans un premier temps comme des rançons qui pouvaient être échangées contre des otages ou bien même des territoires. Mais malheureusement, il n'en est rien. Ils vont être très très rapidement exécutés. En effet, le 15 et 16 juillet, le massacre va s'intensifier et des milliers de morts sont recensés. Durant ce massacre, on avait prévu des pelleteuses, enfin les Bosnies avaient prévu des pelleteuses pour creuser les fosses communes où on enterrait les milliers de morts. Ils avaient prévu aussi des bulldozers afin de déplacer les corps pour que ça se fasse de façon plus rapide. Donc ce sont des crimes qui sont de sang-froid contre des hommes qui sont désarmés, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, qui veulent juste vivre et qui vont être exécutés, on pourrait dire gratuitement. Lors de ces 2 jours, on a 6000 morts qui vont être recensés hors des combats. Avec les combats, on a 8000 morts. Donc c'est un bilan très très lourd pour 3 ou 4 jours de combat et de, et de prise de la ville de Srebrenica. Le 17 juillet, toutes les fosses communes vont être refermées et le massacre va prendre fin. Mais malgré tout, il y a des hommes de, de la colonne qui ont réussi à passer entre les mailles du filet malgré le grand contrôle de la zone de la part des Serbes de Bosnie. Des hommes ont réussi à s'échapper et réussi à survivre et à aller témoigner. Et ils auraient dit que les Serbes de Bosnie auraient utilisé des armes chimiques durant les combats. Donc dans un premier temps, on a vu que les pelleteuses et les bulldozers, tout cela était prévu. Donc on ne ramène pas des pelleteuses et des bulldozers pour prendre une ville. C'est qu'il y a un but, c'est qu'il y a un objectif derrière et quelque chose qui était déjà décidé à l'avance. Ensuite, le fait que des armes chimiques soient et, et pu être utilisées durant les combats, ça veut dire que encore une fois, on avait prévu de tuer ces gens, de quoi qu'il arrive les tuer, les exécuter. Donc là, on voit que la dimension de massacre, elle est bonne, mais un autre mot peut définir ce qui s'est passé. C'est génocide. Je pense que c'est le mot parfaitement approprié pour parler de ce massacre, étant donné que les pelleteuses, les bulldozers, les armes chimiques qui ont été utilisées durant ce massacre ont été prévues à l'avance. Donc je pense que ces exécutions et ces milliers de morts avaient été prévus et c'est ce qui fait que ce massacre de Srebrenica peut être défini comme un génocide. Donc par la suite, ce massacre va être défini comme un tournant, puisque l'OTAN va intervenir et que les forces croates vont intervenir. Tout cela va faire que la guerre de Bosnie va s'arrêter. Il va s'arrêter par les accords de Dayton. Et donc, euh, le, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie va prendre l'affaire du massacre de Srebrenica euh, et va la juger. Ouvert le 25 mai 1993, le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, il va juger les crimes commis durant ce massacre. Le général serbe Ratko Mladic, ainsi que le chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic sont mis en accusation par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, donc le TPY, pour génocide, complicité de génocide, crime contre l'humanité et violation des lois et coutumes de la guerre. Cependant, ils réussissent à fuir dans un premier temps après la guerre de Bosnie. Leurs hommes les plus gradés et sous leurs ordres vont être également arrêtés et jugés. Le 2 août 2001, Radislav Kristic, un général serbe de Bosnie qui a mené l'assaut sur Srebrenica aux côtés de Ratko Mladic, est condamné par le TPY à 46 ans de prison pour génocide et autres crimes. L'accusation de génocide est rejetée en appel, mais le tribunal retient une charge de complicité de génocide et condamne Kristic à 35 ans de prison le 19 avril 2004. Le 21 juillet 2008, Radovan Karadzic est arrêté par les services secrets serbes à Belgrade. Le 15 février 2009, il est doublement mis en accusation par le tribunal pénal international pour génocide, une première fois pour les crimes commis en Bosnie-Herzégovine en 1992, une seconde fois pour le massacre de Srebrenica en juillet 1995. En 2016, le TPY reconnaît sa culpabilité pour 10 des 11 chefs d'accusation portés contre lui, notamment la responsabilité pénale du génocide de Srebrenica. Après avoir échappé pendant 16 ans à la justice internationale, Ratko Mladic est arrêté le 26 mai 2011, reconnu alors coupable de génocide et de crimes contre l'humanité. Il est condamné à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie le 22 novembre 2017. En février 2006, la Cour internationale de justice rejette la responsabilité de l'État serbe dans le génocide, mais souligne que l'État serbe n'a pas pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher le génocide de Srebrenica. En mars 2010, le Parlement de Serbie reconnaît le massacre de Srebrenica, geste lu comme un premier signal de réconciliation. Le 16 juillet 2014, le tribunal de la Haye estime que l'État néerlandais est civilement responsable de 300 morts à Srebrenica parce que les soldats néerlandais n'auraient pas dû évacuer ces hommes à la base où ils s'étaient réfugiés. Cette décision est potentiellement lourde de conséquences pour les missions de l'ONU. En juin 2017, la Cour d'appel de la Haye a jugé les Pays-Bas partiellement responsables de la mort de 350 musulmans lors du massacre de Srebrenica. La paix semble s'être installée durablement autour de ce massacre, dans une région où les conflits n'ont de cesse d'exister et de perdurer. Malgré tout, la justice internationale reste longue et complexe, car elle ne juge que des crimes de guerre ou contre l'humanité, ce qui sont des crimes très durs à juger, dus parfois au manque de preuves contre un individu, ou bien dus à la non-coopération des États où réside l'accusé ou il réfute l'extradition.